ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Frédéric. Moi, j'ai travaillé comme médecin d'urgence pendant 12 ans avant de tomber à temps plein avec Doratus. Puis, avant qu'on fasse la présentation, nous autres, tu sais, des fois, la vie arrive de façon un peu drôle, là, fait qu'on fait le lancement du produit, mais c'est aussi la journée où on clôture notre levée de fonds. Puis pour nous autres, c'est extraordinaire. Tu sais, on a la chance d'avoir des partenaires complètement fabuleux. On a Pelra qui est ici, Astérix de Québecor, on a Glam Ventures, on a Jean-Philippe d'Investissement Québec avec le fonds Eureka. Puis c'est des partenaires qui nous ouvrent des portes, qui croient en nous autres, qui croient qu'on va révolutionner la réponse d'urgence à travers le monde. Puis on est vraiment super chanceux de les avoir. Fait que si on peut leur donner une main là-dessus. Fait pour comprendre c'est quoi qu'on fait chez Paratus, il faut vraiment que vous mettiez dans le peau de quelqu'un qui fait face à une situation d'urgence. Puis pour ça, la meilleure façon, c'est de regarder la personne qui est à côté de vous. Là, vous êtes assis pour juste que regardez la personne, puis imaginez-vous que cette personne-là qui tombe en arrêt cardiaque devant vous, là. Là, tout le monde se met à crier. Vous êtes comme on appelle 911, 911, mais là, c'est même pas ça, c'est quelqu'un qui l'appelle. Il y a juste du monde qui se met à tourner autour de vous. Votre cœur se met à battre vite. Puis là, j'ai donne ça. Puis là, ça, vous avez été entraîné là-dessus, tu sais, comme premier répondant. Fait que vous savez que l'information est là-dessus, mais là, votre vision est comme embrouillée, vous voyez pas vraiment les chiffres. Vous essayez de trouver l'information, puis vous vous rendez compte, vous faites juste flipper le papier. C'est exactement à ce point-là que vous êtes sur le bord de faire une erreur qui peut littéralement coûter la vie de la personne qui voulait se sauver. Puis ça, moi, dans le cadre de médecin d'urgence, j'ai vu ça partout. Tu sais, j'ai vu des premiers répondants pas capables, dans une mine, de mettre un tourniquet sur un patient en train de mourir sanguiné. J'ai vu des ambulanciers transporter un enfant de 5 ans en bronchospasme, pas capable de le mettre sur un ventilateur dans un transport en hélicoptère. Et je me suis vu moi-même, dans mon début de pratique, passer vraiment à ça, de faire une erreur de 10 fois la dose sur un nouveau-né qui est en arrêt cardiaque. Puis ça, ce petit garçon-là, il s'appelle Benjamin. Je l'ai vu pour la première fois dans la carrière de médecin il y a 12 ans. Et même, ça fait 12 ans, je me rappelle vraiment comme si j'étais hier. Là. Je faisais le chiffre de soir. Chef assez tranquille. Je suis en train d'écrire une note au vieux dispensaire de Charlemagne. J'entends Jean-Seb crier dans le corridor. Et Jean-Seb, c'est pour ceux qui le connaissent dans la gang, c'est un infirmier d'expérience. Il a fait ça 20 ans, chiffre de nuit. Tu sais, Jean-Seb, il est chill. Dans la salle d'animation, Jean-Seb, il y a des cas méga difficiles. C'est le gars qui fait des jokes. Fait que si ce gars-là est en train de crier, c'est une catastrophe. Je me rappelle, il m'a juste comme sauté de mon siège, puis là, devant mon Jean-Seb, il est pâle. Puis il écrit code rose. Puis tu sais, quand des fois, ton cerveau, ça prend comme une petite seconde avant que tu réalises qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis là, je vois qu'il tient un petit bébé en arrêt cardiaque dans ses mains. Puis à ce moment-là, moi, j'ai juste rushé la salle de réanimation. Puis la première chose qui m'a comme resté en tête et que j'ai encore aujourd'hui, c'est comment il était petit, tu sais, un mini bébé dans un immense civière pour adulte. Puis un chaos comme tu sais, parce que c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Quand tu travailles à l'urgence, tu as un appel des ambulanciers, tu te fais dire, il y a un enfant qui arrive en arrêt cardiaque, on est tous stressés, mais tu prends ton équipe, tu te dis, let's go gang, on prépare la médication. Mais là, c'était pas ça. Là, c'était moi, Jean-Seb, on est en train de mourir, aucune information. C'est la première fois dans ma carrière de médecin, tu sais, que je faisais face juste à du chaos total. Tu sais, c'est qui cet enfant-là? Je sais pas. Les parents sont où? Je sais pas. La seule affaire qui est évidente, c'est qu'il est en train de mourir et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Fait que moi puis Jean-Seb, on appelle, tu sais, à l'aide. Les gens commencent à arriver dans la salle de réanimation. Puis ça devient clair qu'il faut partir une perfusion d'épinéphrine à Benjamin. Tu sais, moi, je suis un nouveau docteur. Je viens juste de graduer. Les doses, tu sais tes doses. Mais tu vas-tu vraiment prendre ta mémoire quand il y a la vie d'un enfant, tu sais, de 3 jours, ça glisse, c'est impossible. Fait que j'ai ouvert l'application sur mon téléphone, un iPhone 3 à ce moment-là. Je suis tombé sur quelque chose qui ressemble à ça, qui s'appelle UpToDate. C'est un espèce de gros dictionnaire. Puis en fait, dans ce gros dictionnaire-là, c'est quelque chose que j'utilisais sur une base régulière, mais là, méga stressé, ça faisait aucun sens. J'essayais de trouver l'information, je scrollais par-dessus la dose, j'essayais de scroller l'information. C'est comme si l'information était prise dans un format qui faisait aucun sens. J'ai fini par trouver la dose. Fait que la dose, c'était 0,1 microgramme par kilo par millilitre. Fait que je disais à Jean-Seb, là, tout mon Jean-Seb, on part ça, perdre des pieds, 0,1 microgramme par kilo par millilitre. Jean-Seb m'a dit, ouais, mais Fred, c'est quoi la recette? Ça, c'est pas quelque chose que tu te demandé souvent comme docteur, parce que les infirmiers d'expérience, ils savent leur recette. Mais Jean-Seb, dans sa carrière à 20 ans à l'urgence, il avait jamais parti une perfusion d'épinéphrine à un enfant de 2 kilos. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? S'il sait pas la recette, moi, je peux pas la recette. Fait qu'on appelle un pharmacien. On avait la chance d'avoir un pharmacien qui travaillait.
qui descend à l'urgence, commence à ouvrir des gros cartables, puis qui fait exactement ce que je vous ai montré. Commencer à flipper des pages, commencer à essayer de lire, la mère arrive, la mère pleure, elle essaie de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment difficile. Puis on a le pharmacien qui finit par nous dire, c'est facile, vous allez juste prendre 0,5 mg, vous mettez ça dans 50 millilitres de D5. Mais ça, cette recette-là, là, n'est pas dans nos pompes intelligentes. Et juste le fait de le rentrer dans les pompes intelligentes, c'est quelque chose que présentement, ça fait aucun sens. Tout le monde crie, tout le monde est autour de l'enfant. Fait qu'on a pris à place nos calculatrices. Ça, c'est quelque chose qui se fait encore en 2025. De dire, OK, ben, la présentation, c'est 1 mg par millilitre. Fait que 0,5 dans 50, ça fait 0,5 divisé par 1. Fait que ça fait 0,5 divisé par 50 plus 0,5. Là, ta concentration de la pâte. Après ça, tu fais 3,4 kg fois 0,40 par kilo par minute fois 60 divisé par 1000 pour que tu mettes les microgrammes en milligrammes. Fait que là, tu vas avoir les milligrammes heure. Puis après, tu prends les milligrammes heure, tu divises par la concentration, puis tu as le débit. Ça, pour toi, t'es pharmacien, tu sais, c'est un style de petite opération, tu sais. Tes basics, là, c'est des règles de 3. Une règle de 3 avec une mère qui crie, puis un enfant en train de mourir, puis on fait des erreurs. Puis moi, je me suis ramassé avec l'Ancel. Je me suis ramassé à voir que j'étais sur le bord de faire une erreur de 5 fois à l'autre. Puis mettez-vous dans le faux, là. Moi, je me ramasse à être dans le début de ma pratique. C'est en mode nature parce que tu vas avoir le plus beau de impact possible. Puis là, tu es à ça, on your watch, de faire une erreur de 5-10 fois à l'autre sur un enfant en train de mourir. Fait que moi, cet école-là, ça a eu un immense impact sur toute ma carrière après. Parce que je me suis comme rendu compte que c'était pas un problème d'information. Tu sais, la dose d'épinéphrine, t'as pas besoin d'une super intelligence, ChatGPT, Oracle, pour te dire c'est quoi. C'est connu, mais c'est dans un format qui est pas accessible. Fait qu'on a commencé quelque chose de wild. On a parti une gang de professionnels de la santé d'un peu partout. On avait pharmaciens, des infirmières, des médecins, médecins de soins intensifs, urgentologues. Puis on s'est dit, hey, tu sais qu'est-ce qui serait vraiment hot? On pourrait faire quelque chose de révolutionnaire. On pourrait faire des tableaux Excel. Et là, ça, en 2013, en mars, ça nous apparaissait comme d'une évidence, là. C'est comme dans notre check-in, ce qu'on va faire. On va prendre chacun des tableaux Excel pour tous les médicaments qu'il y a en pédiatrie. On va se faire un code de couleur avec la règle de Braille, puis on ne fera plus jamais d'erreur. Fait qu'on va arriver, ça va dire, ah ouais, ton enfant, il est 6 kilos, paf, 360 mg, tu mets 3,6 dans 50, tu passes à 200 CCR. Next. Fait qu'on s'est dit, on va juste révolutionner la réponse d'urgence. Fait qu'on a commencé à faire ça. Puis là, on a découvert que c'était un peu plus compliqué qu'on pensait. Parce que, tu sais, quand tu commences en superficie, tu te dis, ah, OK, il va y avoir les recettes, on va trouver les recettes. Mais là, tu te rends compte qu'il y a 6 recettes. Et ces 6 recettes-là, ben, il y a des études, puis c'est des études de faiblesse méthodologique différentes. Puis là, tu commences à approfondir, puis il y a des opinions d'experts. Puis là, tu commences à dire que des fois, il y a des personnes qui sont attachées à des recettes, mais sont pas bonnes. Puis là, on commençait vraiment à perdre le contrôle. Parce que là, on s'envoyait des emails de genre 15 pages. Tu sais, je suis sûr que vous avez vécu ça. Tu sais, t'as quelqu'un qui envoie un méga long email, là, quelqu'un qui reply à la moitié du long email, puis là, quelqu'un qui reply à l'autre avant email, mais qui est pas d'accord avec le début. Fait que là, ça avance plus. Tu sais, on était comme rendu comme 15 qui essayaient comme de collaborer ensemble. Fait qu'on a commencé à faire des rencontres sur nos emails. Fait que je me rappelle en char, Mireille, là, c'est pas Théo Mireille. Mais ça, c'est un email qu'on avait. Puis c'était comme, OK, Mireille Vincent pharmacienne dit 0,5 dans 50, mais Mathieu Vincent n'est pas d'accord. Mathieu Vincent, pourquoi t'es pas d'accord? Puis là, Mathieu Vincent a dit, ben, non, Mathieu, non, on fait ce que Mireille dit. Next. Fait que là, nous autres, on prenait chacune des emails, puis on a de l'accès à les emails en réunion. Puis à un moment donné, il se passait vraiment quelque chose de spécial. On a eu une innovation technologique qu'on s'attendait pas, que la plupart des jeunes ici prennent pour acquis. Mais là, on a vu apparaître Google Drive. Ça, là, c'était un game changer. Parce que imagine, là, tu casses des emails à 15 à collaborer sur un projet complexe avec plein de niveaux de complexité. Puis là, tu peux dire, hey, moi, je peux marquer Mathieu, je suis pas d'accord. Puis là, dans l'autre colonne, Mathieu dit, oui, mais telle affaire. Puis là, OK, final, resolve sur le cloud. Puis là, on capotait. Fait qu'on s'est tout mieux utilisé ça. Puis là, tranquillement, pas vite, on a perdu le contrôle d'un Google Drive. Fait que là, ça, c'est vrai. C'est le Google Drive que je suis allé rechercher. Où est-ce qu'on voit qu'on s'est rendu à ZZ? Je dis que là, c'est vraiment intense, là, tu sais. À cause du degré de complexité,
de juste faire des tableaux Excel pour réussir à aider les gens à réanimer des enfants. Mais finalement, ça s'est concrétisé en quelque chose qui a été une première, OK? Une première au 6 Montérégie-Centre. Pour vous montrer que ça date, ça, c'est mon garçon Raphaël qui est rendu à 11 ans ici. Là, on était vraiment excités de ça. Fait que ça, on a pris ça, on a fait 50 exemplaires chez Bureau en gros. On a plastifié ça, on a mis ça partout. Pouponnière, chariot de code, étage de pédiatrie, soins intensifs, urgences, partout. On s'est dit, il n'y aura plus jamais un enfant qui va vivre une situation de réanimation que le monde ne saura pas quoi faire. Puis à un moment donné, je vous ai à peu près comme 2, 3 mois quand on avait fini de faire tout ça, j'ai eu un enfant en salle de réanimation qui était moyen malade. C'est moins malade que Benjamin. Il n'était pas en train de mourir, mais ça m'inquiétait. Il y avait une grosse arythmie cardiaque. Il fallait se dépêcher. Puis là, j'ai pris mon guide. Puis là, je me suis retrouvé à me rendre compte que je faisais ça. Puis là, il y avait comme des couleurs. Puis que, ultimement, ça servait à fuck all. Tu sais? Puis dans le fond, on avait recréé le même problème. Tu sais, que dans le fond, si jamais tu veux donner des recommandations à des gens stressés, le format du papier, puis la complexité, t'es pris avec un format qui peut pas donner aux gens cette clarté-là. Mais à ce moment-là, il y avait le début du développement des applications mobiles. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai rencontré Johan. Puis il y avait pas beaucoup de développeurs d'applications mobiles. Tu sais, maintenant, c'est quelque chose de plus facile. Là. Le monde avec l'IA, il code ça en 24 heures. Mais dans le temps, tu avais comme 4, 5 comme développeurs dans la région de Montréal qui faisaient des apps pour les iPhone 3. Fait qu'on a commencé en gang à essayer de voir ça ressemblait à quoi, tu sais, une application. Puis ça, c'est le premier croquis qu'on a fait. Tu sais. Fait que ça, c'est le premier croquis qu'on avait fait de ce qu'on s'imaginait être l'app. Puis finalement, il est devenu EasyGrip Tab. Puis cette app-là, on a lancé ça en janvier 2016. Puis c'était à ce moment-là la première app de réanimation de bilingue au monde. Il n'y avait rien qui existait en français. Tu sais, il n'y avait pas d'app québécoise, il n'y avait pas. Puis le point de ça, là, j'ai retrouvé, juste pour la présentation, mon iPhone 4. Puis mon iPhone 4 qui est juste à côté. Là, ça nous a fait tout de quoi qu'on a découvert que le code de Johan marchait encore, tu sais, comme 11 ans plus tard. Le truc, c'est à dire, tu sais, si ton enfant, il pèse 13 kilos, ben, tu veux juste faire le display des informations qui sont pertinentes pour l'enfant. Fait que t'as pas besoin de voir tout ça. Fait que le but, c'est de générer dynamiquement l'information pour que si tu veux donner du chlorure de calcium, ton champ visuel soit pas pollué par tout le reste. Puis ça, il y avait 41 médicaments là-dedans. Ça représentait, tu sais, un travail comme complètement démentiel. Mais qu'est-ce qui nous a le plus surpris, c'est qu'on a commencé à voir ça un peu distribué en dehors de ce qu'on pensait. Tu sais, ça, on a été comme sur le top des apps médicales canadiennes. On vendait ça 3 piastres, tu sais, dans le temps. For lifetime. Tu sais, là, tu regardes, tu payes 3 piastres, tu vas avoir ça pour les 10 prochaines années. Mais on s'attendait pas que ça commence à aller dans d'autres pays. Puis, vu qu'on avait fait ça en anglais, on a passé à ça, juste faire ça en français. Puis on s'était dit, ah, tu vas mettre ça en anglais, il y a du monde, tu sais. Puis, après ça, qu'est-ce qui, moi, m'a vraiment, vraiment marqué, c'est de commencer à avoir du feedback d'un peu partout à travers le monde. Il y a un cas en particulier que je me suis réveillé un matin, puis j'avais reçu un email d'un néonatologiste de l'Ohio. Puis j'ai pas réussi à retrouver les emails, mais c'était le néonatologiste-là m'avait dit, hey, j'ai utilisé ton app cette nuit pour réanimer un bébé, puis il manque tel médicament, mais c'était vraiment incroyable. Puis moi, ça a eu un impact qui a changé ma vie. Parce que j'ai comme fait, tu sais, moi, j'étais en médecine pour aider le monde. Puis là, je dors, puis il y a un néonatologiste en Ohio qui réanime un bébé sur son étage avec une affaire. Hey, je veux dire, le levier technologique d'impact, c'est ça. C'est que là, je suis en train de parler présentement. Il y a entre 150 et 200 personnes qui utilisent notre app présentement en train de, tu sais, pogner quelque part avec un patient qui va pas bien. Puis moi, ça m'a complètement flabbergasté de voir qu'on pouvait avoir un impact avec un levier sans travailler. Tu sais, moi, quand je vais travailler, il y a un nombre limite de patients que je peux voir, puis je peux clairement pas aider du tout dans mon royaume. Fait que ça, c'était un gros moment pour nous autres. Mais on a commencé à accumuler ça, puis on a découvert quelque chose. Puis après ça, il est resté vrai pour tout le reste de l'histoire, tu sais, de Paratus. C'est que plus que tu te fais demander de fonctionnalité, le degré de complexité augmente de façon exponentielle. Fait que, tu sais, au début, faire le PDF, c'était beaucoup plus dur qu'on pensait. Le mettre en application, c'était vraiment plus dur. Mais on commençait à se faire demander des choses, comme, tu sais, il y a un néonatologiste qui nous demande un médicament de 3e ligne pour les soins intensifs. Super. Mais de rajouter un médicament pour un, ça fait aucun sens. C'est pas ça une feature. La feature, c'est
avoir tous les médicaments de troisième ligne pour les soins intensifs. Mais notre équipe, on n'a pas ça. Fait qu'on est allé chercher Chris, qui est pharmacien aux soins intensifs de Sainte-Justine, parce que moi puis Mathieu puis la gang, on peut faire des trucs d'urgence, mais commencer à donner des recommandations. Je ne vais pas juste lire qu'est-ce qu'il y a dans un livre puis le mettre dans l'application. Tu as besoin d'une vraie expertise. Fait qu'à chaque fois qu'on se faisait demander des choses, la complexité augmentait tout le temps. Puis on s'est tombé à un point où c'était évident, ça ne fitait plus dans l'app, puis qu'il fallait qu'on fasse une nouvelle application. Ça, c'était l'idée de faire l'application EasyBlip. Puis là, je suis retombé là-dessus. Ça, c'est, tu sais, moi, ma blonde vous dirait, je prends des vidéos, je fais de la narration dans des vidéos, c'est super intéressant. Mais de temps en temps, ça fait des beaux trucs à agir dans une présentation. Fait que ça, il m'était pris plusieurs semaines de congé dans la job à l'urgence pour essayer de framer un peu c'était quoi qu'on allait faire avec EasyDrip. Maintenant que je me demande, Suzanne, le défi le plus grand au niveau professionnel que de la méthode, la création d'Individual. Là, j'ai voulu, je fais pas ça souvent parce que je suis un gars d'ordinateur, hein, mais j'ai voulu immortaliser le modèle sur papier, sur mouvement, pour avoir une idée de la complexité de l'application. Parce que là, je ne savais pas par où commencer. Puis en mettant tout ça sur papier, ça peut pas être pire que ça. On va parler de café vide ici. Et j'ai bien hâte de voir si jamais je vais être capable de finaliser tout ça. Quand même une bonne narration, hein? Fait que imaginez quand vous êtes obligé de subir ça pour toutes les fêtes, les parties. Mais le point, c'est que, tu sais, des fois, quand on ouvre, tu sais, les time capsules comme ça, on voit l'état mental qu'on était. Tu sais, moi, c'était même pas sûr que c'était possible de faire fitter toutes ces features dans une application qui est EasyDrip. Puis finalement, on a été capable. On a agrandi l'équipe. On a commencé à avoir des gens comme Chris, comme Jeff, qui avaient des passés de soins intensifs, de la pédiatrie. Puis en fait, le but avec EasyDrip, c'était de passer de nos 41 médicaments à peu près comme 250-300 médicaments. On a rajouté un environnement adulte. Puis après ça, ça permettait de donner une grosse profondeur à l'application. De dire, hey, tu sais, là, tu peux rentrer la taille du patient, ça va calculer si jamais le patient est obèse, ça va faire du calcul sur le type de poids spécifique. Ça, j'ai juste pris ce petit snippet-là pour montrer, tu sais, l'espèce de voir l'administration. Ça, c'était juste un exemple de complexité qui augmente. Fait que, tu sais, tu dis, ah, je vais donner tel médicament. De plus, puis là, c'est quelque chose qui a l'air simple, mais en faisant ça, tu as à peu près 8 façons de mal donner le médicament. Fait que là, ça vient avec des features de développement. Après, quand tu mets des features de développement, ben là, ça vient avec une expérience utilisateur qui est plus difficile. Puis c'est un peu tout le temps cette espèce de balance-là, puis cette bataille-là, à essayer d'aider les gens le plus possible en mettant le plus de guardrails pour que ça soit sécuritaire, mais en minimisant la complexité. Fait que quand ça a l'air simple, c'est super compliqué. Après ça, on est tombé en pleine pandémie. Puis pour nous, la pandémie, on l'a vécu de façon différente que plein du monde. Parce que pour t'impliquer dans la gang des e-drips, dans la gang d'Apparatus, tu as clairement un problème d'intensité, puis tu es en réanimation à côté. Donc, on était un peu tous les leaders de la réanimation de nos établissements respectifs. Fait que ça veut dire acheter l'équipement, faire les protocoles, puis on pensait vraiment qu'on allait mourir. Tu sais, c'était vraiment difficile. Puis on commençait à avoir à ce moment-là des demandes de collègues en Italie qui tombaient comme des mouches. Je te dis, hey, nous autres, ça va vraiment pas bien, guys. Tu sais, il y en a dû comprendre les ophtalmologistes et spécialistes pour les yeux, puis on les met aux soins intensifs parce qu'il n'y a plus personne pour voir les patients. Puis là, ça, c'est... moi, je sais pas pourquoi c'est un gros moment. Ça, on a donné... c'est l'email que j'ai réussi à retrouver, qu'on a donné l'app gratuite à ce moment-là, parce que on pensait vraiment que c'est que si vraiment c'est dur là, de réanimer quelqu'un, tu sais, à l'urgence, tu sais, imagine que c'est un ophtalmologiste en pleine pandémie COVID, tu sais. Puis là, j'ai retrouvé sur le site Internet, puis on a juste comme donné l'app à tout le monde, tu sais, parce qu'on pensait vraiment que c'était des moments difficiles. Puis l'autre chose qu'on a trouvé aussi à travers tout ça, c'est qu'il y avait des défis d'une complexité qu'on pensait pas. C'est comme ça, c'est Matt Vincent là, qui avait travaillé là-dessus, tu t'en rappelles, non? C'était des boîtes d'intubation, OK? Si vous trouvez que ça a l'air broche à foin, c'est tout à fait broche à foin. C'est pas vraiment un bouchon de bain que vous voyez là. Et en fait, c'est que ça, on mettait ça sur la tête des patients pour pouvoir les intuber, puis le but, c'était de dire, tu sais, on manquait de masque, puis ça empêchait les autres patients autour de pouvoir attraper la COVID. Mais nous, quand on faisait ça, pour vrai, c'était d'un stress extraordinaire.
Parce que tu arrives, puis tu as un patient qui est en train de mourir, tu as les mains dans la boîte, s'il arrive quelque chose, c'est super dur, faut que tu mettes, puis il y avait une série de gestes à faire dans un certain ordre. Puis si jamais tu le faisais pas, c'était super difficile. Puis quand il fallait que tu le fasses, c'était comme, le tout, on en a avoir deux, il faut qu'on l'aide ça, puis tout ça. Fait que c'était très, 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 très critique. Quand on a commencé à se rendre compte que Easy Drip, tu sais, c'était des médicaments, mais ça allait beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Que dans le fond, ce qu'on voulait créer, nous autres, c'était un assistant à la réanimation at large. C'est là qu'on a eu l'idée des Easy Resus. Les Easy Resus, c'était l'idée de dire, dans le fond, on va créer quelque chose pour toute la réanimation. Ça va marcher pour un prématuré de 25 semaines, ça va marcher pour un adulte de 440 livres, ça va marcher pour les protocoles, ça va marcher pour les conditions, ça va marcher pour l'équipement, ça va marcher one-stop shop. Fait que moi, j'ai pris une année sabbatique, on s'est lancé à temps plein là-dedans. Puis là, on a commencé à voir quelque chose que personne n'aurait pu s'imaginer dans l'équipe. C'est une diffusion à l'échelle internationale. Ça, c'est notre hôpital, à l'hôpital de Charlemagne, où ça a commencé. Puis on a commencé à vendre l'app un peu partout. On a commencé à avoir des utilisateurs partout à travers le monde. On est rendu présentement avec 8000 utilisateurs dans 50 pays, des infirmières, des pharmaciens, des personnes de soins intensifs, des médecins d'urgence. Mais qu'est-ce qui était complètement dans le temps de mort qu'on n'avait jamais pensé, c'était le spatial. Ça avait aucun sens. Tu sais, nous autres, on fait ça pour la gang d'urgence. Mais l'Agence spatiale a fait un défi qui s'appelle le défi des soins de santé dans l'espace lointain. Donc, fini par gagner ce défi-là pan-canadien. Puis la prémisse du défi, c'est de dire, quand tu y penses, si on s'en va vers Mars, puis il y a quelqu'un qui a une urgence médicale, puis il faut faire quelque chose, c'est exactement les mêmes défis qu'être dans le fond d'un dispensaire en entier. Tu sais, tu as quelqu'un de super intelligent, mais tu es limité dans ses connaissances. Tu peux pas tout savoir. Tu es limité dans l'équipement, tu es limité dans les moyens de communication. Puis leur idée, c'est-à-dire, si le problème, tu sais, est le même, peut-être que les solutions sont les mêmes. Peut-être qu'on pourrait prendre une solution issue du terrain, l'essayer avec les astronautes, prendre toute la technologie, puis l'engouement, puis le savoir de l'espace pour réussir à pousser cette technologie-là, la remettre sur le terrain, que ça soit utilisé par tout le monde, la repitcher là, puis que cette espèce de cercle vertueux-là, c'est peut-être ça la façon comme de débloquer la prochaine ère de la révolution de la technologie médicale. Et nous autres, ce que ça nous a comme amené, tu sais, de voir grand comme ça, parce qu'ils nous ont littéralement dit, tu sais, ça s'enligne où la médecine dans les 10 prochaines années? Puis nous, ce que ça nous a fait réaliser, c'est que dans le fond, ça n'a jamais eu rapport avec les hôpitaux sur qu'on travaille. Tu sais, dans le fond, que tu sois dans une station spatiale, que tu sois dans une mine pour faire un protocole d'extraction sur un site industriel où tu as un déversement chimique, que tu sois dans la forêt de Wakmabouchoui à faire une intervention chez quelqu'un qui aura un accident, c'est toute la même affaire. C'est un être humain qui fait face à une réponse d'urgence qui est universel. Tous les êtres humains, peu importe leur training, si je te fais faire face à quelque chose que les enjeux sont assez grands puis c'est assez stressant, on finit tous par faire des erreurs. C'est pour ça qu'on est parti avec l'idée, tu sais, il faudrait que les gens soient prêts pour tout. Ça, c'est un homme qu'en latin, ça s'appelle Paratus. C'est là qu'on a commencé à se dire, dans le fond, on a toujours été dans le business de créer le premier assistant d'urgence au monde. Peu importe t'es où. Puis en fait, c'est ça qu'on a commencé à faire. Fait que c'est là que moi, je suis tombé à temps plein. C'est là que Jean-François est tombé à temps plein, que l'équipe a agrandi. Puis on a commencé à tester des choses. On est allé en salle de simulation. On a regardé c'est quoi qui marche, comment que le monde font des erreurs en salle de simulation. C'est quoi l'interface utilisateur, la façon de montrer l'information qui fait le plus de sens. On a pitché la même solution, mais aux ingénieurs de l'Agence spatiale. Fait qu'ils l'ont testé dans un vol parabolique. On a eu la chance de jaser avec des astronautes qui l'ont testé, qui nous ont donné leur perspective. Mais le plus gros déploiement qui a un impact sur la solution, c'est qu'on a fait le déploiement à Wakmanuchu. À Wakmanuchu, tu sais, vous voyez, il y a Jason en haut à droite, Jason Kunish, qui est à l'île du grand instigateur du Bush Kit. Puis l'idée du Bush Kit, c'est de former tous les chasseurs-trappeurs de la communauté de CRI avec un profil de premier répondant avancé. Parce qu'ils se ramassaient avec des canons de chasse 300 km d'écoute géographique. Puis quand il y avait un incident, un medevac, ça prenait 3 jours, puis les gens mouraient d'un camp de chasse. Là, maintenant, avec les premiers répondants, ils partent en skidoo avec leur push kit. Puis ils se ramassaient à pouvoir très, très, très rapidement faire des interventions plus avancées. Puis c'est vraiment extraordinaire. Puis nous, dans le fond, ce que l'Agence spatiale nous a demandé, c'est votre affaire, ça marche-tu, genre, dans le sud? Ben,
On avait vraiment peur que l'iPad gel, puis que ça marche pas, qu'il fallait l'envoyer carrément. C'était vraiment intéressant comme expérience parce que ça nous a montré que la première chose qui était comme claire de cette expérience-là, c'est que les gens, ils veulent s'exprimer dans leur langue naturelle. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu simulation après simulation. C'est juste que c'est à des niveaux différents. Mais tu sais, si on prend un médecin d'urgence, puis tu lui fais faire face à une situation de réanimation très intense, puis tu lui donnes un outil qu'il n'a jamais utilisé, peu importe, il n'existe pas d'interface utilisateur qui permette aux gens de naviguer une application comme ça. C'est impossible. Et là, il faut qu'ils connaissent l'application. À moins qu'ils peuvent juste y parler. Puis une fois qu'ils peuvent y parler dans leur langue, ce que tu te rends compte, c'est que tu peux prendre la même chose. Je veux avoir telle pièce d'équipement, mais on va tout le demander de façon différente. Puis à ce moment-là, le pouvoir de l'intelligence artificielle, c'est de comprendre toutes les façons weird qu'on a demandé les choses. Fait que ça, c'est devenu quelque chose qui est devenu clair faire il faut que le monde puisse y jaser. Après ça, l'autre chose qui est venue claire, c'est que le texte, on l'a vu, on le savait, ça ne sert pas à grand-chose quand le monde sont stressés. Tu sais, imaginez avec quelqu'un en arrêt cardiaque, puis là, je vous dis, hey, il y a quelqu'un en arrêt cardiaque, puis là, vous mettez ça dans le chat GPT, puis là, vous attendez, puis là, il est mort, là, puis là, t'attends, puis là, t'es comme analyzing query, puis là, après ça, ça te met du texte, puis là, tu fais, tu sais, ça, l'être humain n'est pas capable de prendre un texte comme ça, même s'il était parfait. C'est pas la façon de véhiculer de l'information pour les gens qui sont stressés. Ce que tu as besoin, c'est des images. Tu as besoin des vidéos, tu as besoin de réussir à capturer qu'est-ce qu'il faut faire. Puis les êtres humains sont vraiment vite pour comprendre avec une petite vidéo de à peu près 4 secondes. Tu mets ça trop long, le monde freak out. Tu mets ça en texte, le monde ne comprenne pas. Puis ça, c'est quelque chose que je vais juste vous montrer qui est intéressant qu'on a fait à Wapmagochwe. On avait un interpréteur écrit, puis on avait une infirmière dispensaire qui parlait juste en anglais, puis on avait quelqu'un qui était unilingue qui était genre en arrêt cardiaque. Ça allait pas bien, correct? Puis là, on essayait de faire la traduction. Puis là, ça ressemblait à ça. Right in the middle. Puis une des choses qu'on s'est rendu compte, tu sais, puis là, ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure, parce que la première version-là, ça marchait pas super bien. Mais c'est que même quand elle essayait de traduire le texte, les mots n'existaient même pas dans langue clé. Fait que là, ça allait pas bien, tu sais. Jusqu'à temps qu'elle tombe sur l'image, puis là, il était comme genre, ouais, c'était comme tu mets ça dans le milieu du chest, puis tu pousses fort, tu sais. Puis là, ça unlockait la communication instantanément. Mais si jamais tu essayais de lui faire traduire, tu sais, comme, il met les mains sur le sternum, ça n'existe pas écrit. Puis là, on était pris à cette étape-là. Puis là, ça montrait juste la beauté de dire que on parle, tu sais, que le texte, c'est une façon pauvre d'échanger de l'information par rapport à une image, que là, elle comprenait tout de suite, puis malgré le fait qu'elle était avec l'infirmière, on était capable, on a fait, c'est mettre un tourniquet en cri, le Hamlet de quelqu'un étouffé en cri, qui était en avec, on a essayé plein d'affaires. Puis ça, c'était comme évident qu'il fallait qu'on s'en aille un petit texte. Fait que là, on s'est dit, on va essayer de générer des images avec l'IA. Ce qui est génial avec l'IA, c'est que t'as juste, c'est super facile. Le problème, c'est que c'est n'importe quoi. Fait que là, celle-là, Jeff l'a appelé 2 pour 1. OK? Ou on avait aussi un deuxième candidat qui était mort par étouffement. Après ça, on en avait une autre aussi. On avait essayé ça pour le site web. Puis là, Jeff avait dit, c'était pas capable de le réanimer, achève-les. Fait que là, on sait qu'il y a, ça sert à rien, parce que l'IA, ça donne des images extraordinaires pour un article. Mais si ce que vous voulez, c'est véhiculer une information pertinente pour sauver la vie de quelqu'un, ce qu'elle a besoin, c'est de la précision et de la fiabilité. Puis ça ne le donne pas. Et d'arriver puis de penser qu'on peut prendre ça, puis s'aider, puis là, ça sert à absolument rien dans le business qu'on fait. Fait qu'on a commencé à travailler avec une illustratrice médicale qui fait la job la plus ingrate au monde. Parce qu'elle, tout le monde pense que ces images sont générées avec de l'IA, tellement c'est beau, mais c'est tout à main. C'était comme je vais juste vous montrer quelque chose. Ça, c'est un dessin d'aquarelle de notre illustratrice médicale. C'est exactement le même travail. Fait que, dans le fond, chaque coup de crayon est fait à la main parce que c'est la seule façon de le faire. Puis la seule façon de le faire, c'est de regarder des images d'anatomie, de regarder, d'avoir une discussion avec une gynécologue qui fait des césariennes, puis après d'aller voir des textbooks de chirurgie, parce que ce data-là, il n'existe pas. Fait que chaque image qu'on fait, c'est une mine d'or en information qui existe nulle part ailleurs. La dernière affaire qu'on a eu comme gros challenge avec Paratus,
c'est notre gestion de l'IA. Tu sais, on a travaillé vraiment fort à voir comment est-ce qu'on peut prendre les modèles de langue comme ChatGPT puis essayer de rendre ça sécuritaire. Puis le truc, c'est que honnêtement, c'est impossible à rendre sécuritaire. Aussitôt que vous voyez un texte qui défile devant vous, c'est un texte probabilistique, il y a une possibilité qu'il y ait une erreur. Puis j'avais de la difficulté à imager, tu sais, ce concept-là, de se dire, ah, c'est probabilistique, mais la meilleure façon de le voir, c'est imaginer que vous êtes dans une salle de chirurgie, correct? Vous avez le neurochirurgien qui est devant. Et lui, il est à un point de sa chirurgie, puis il ne sait pas s'il faut qu'il prenne un truc 3 ou un truc 4. C'est pas important. OK, il va mettre ça dans la tête du patient. Mettons qu'il te demande, c'est un truc 3 ou un truc 4. Puis tu dis, ah, j'ai checké dans la classe de neurochirurgie, c'est un 3. Il va jamais mettre un 3. Parce que lui, il va avoir à vivre avec les conséquences sur la vie du patient de ce choix-là. Fait qu'il peut pas juste. Fait que présentement, l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. C'est, ah, il faut, ah, je m'excuse, finalement, c'est un 4. Tu sais, c'est pas quelque chose. Quand la vie de quelqu'un est en jeu, même s'il a 7 fois sur 10, qu'il a 9 fois sur 10, tu peux pas prendre la vie de quelqu'un puis mettre ça là-dessus. Fait que comment est-ce que tu fais pour avoir un IA qui est fiable? Puis c'est là qu'on a eu comme l'idée de dire, dans le fond, ce qu'il faudrait faire, dans cette métaphore-là, tu sais, du livre, c'est que vous preniez le livre. Puis que vous dites, ah, regarde, neurochirurgien, c'est le livre Textbook Neuroanatomie. Tu es au chapitre 5, puis check, il est marqué 4 ici. Ça, c'est différent. Parce que lui, il est capable de voir l'information dans son contexte. Il voit une information qui est non IA. Il est capable de voir le 4. Il est capable de voir que c'est dans le bon chapitre. Il est capable de voir que c'est dans le bon livre. Puis après, il prendrait la décision pour son patient et pour ses enfants là-dessus. Parce qu'il est capable de voir ça. Versus une black box qui est dit 3 ou 4, puis tu ne sauras jamais si dans le fond, c'était une hallucination ou quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est techniquement difficile à faire. Puis on n'a pas encore 100% réussi, puis on est vraiment dans les balbutiements de ça, mais on a un angle qui est unique, puis qu'on croit qu'il est la seule façon de développer une intelligence artificielle que les jeunes peuvent se fier. Je vais vous montrer des exemples de Adams. OK? Fait que j'ai 3 exemples. Ça se peut que vous ne voyez pas super bien. Fait que là, au début, c'est ça, je pense qu'avec l'audio, vous êtes mieux de répéter. Fait que ce qu'on a mis ici, c'est à droite Open Evidence, OK? Qui est un peu la coqueluche actuelle des ChatGPT médicales. Puis à gauche, on a mis Adams. Fait que là, imaginez qu'il y a une femme enceinte qui vient d'avoir un accident d'auto, puis il faut faire une césarienne d'urgence. Fait qu'on commence. Parce que je dis, c'est et Adams, comment je fais une césarienne d'urgence? Et avant, j'ai besoin de faire une césarienne périmortale, c'est ça. Fait que là, j'ai donné une chance à Open Evidence en cliquant avant, je vais vous montrer comment on est hop. Mais après, moi, je n'ai pas du texte. Là, je pense que c'est quelque chose de non IA. Puis, de l'autre côté, que je vois du texte qui gère tranquillement, qui est peut-être complètement wrong. Mais même si là, c'est un format que je peux pas utiliser, à gauche, il y a quelque chose d'unique apparatus qui donne le step-by-step exactement précis de qu'est-ce qu'il faut faire. Fait qu'on leverage tout le pouvoir de l'IA pour comprendre ce qu'on dit, pour pouvoir chercher l'information qu'on présente, c'est l'utilisateur qui a choisi, puis dans son contexte, il est capable de la consulter. Je vous donne un autre exemple. J'ai un patient qui a une fracture du bassin instable, il n'y a pas de commercial binder, c'est quoi je fais? Commercial binder, c'est quoi je peux faire? Fait que ça, c'est un exemple de quelqu'un qui n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'il faut. Il se dit, hey, le patient, il a une fracture instable. Je me rappelle qu'il y a une affaire avec un drap, mais tu sais, je suis pas trop sûr. Puis là, il est tombé sur du texte. Ben, il tombe sur des vidéos de capture, il montre exactement qu'est-ce qu'il y a à faire pour pouvoir stabiliser le patient. Mais la beauté, c'est que vous avez pu dire, c'est quoi donc la patente avec en trauma pour utiliser le drap? Puis l'intelligence artificielle est extrêmement puissante à comprendre des variations de ce que vous voulez. Mais après, qu'est-ce qui marche pas? C'est la description sur comment le faire, que ça, c'est quelque chose qui peut avoir des erreurs. Mais ce qui est vraiment beau, puis c'est là qu'on a commencé à être vraiment excité, c'est que ça peut transcender les contextes. Puis là, je vous jure que ce que je vous ai mis là, c'est pas vendu avec le BBU. OK? C'est vraiment comme j'ai fait ça hier. Puis j'ai mis ChatGPT d'un côté, puis j'ai mis Adams à gauche, une façon qu'on a personnalisée pour une humaine. Fait qu'on a dit, hey, ChatGPT, C'est moi le déversement de produits. j'ai un déversement de produits chimiques, le numéro, c'est le 1061. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, ici, notre Adams, il va aller chercher, c'est quoi ce produit chimique-là qui est marqué. Puis, du coup, je vais cliquer sur le méthylamine anhydrous. Je tombe exactement sur le produit avec le rapport non-IA de comment gérer ça. Là, ce qui était drôle, c'est que ChatGPT à droite, il me disait pas ça. Il me disait que c'était de l'acide cyanhydrique. Puis, tu sais, moi, je connais pas comme tant ça, les produits. Puis là, je me suis dit, on s'est-tu trompé? Fait que là, j'ai écrit à Chat, t'es sûr que 1061, c'est ça? Puis il m'a dit, ah, merci, tu as raison, c'est du méthylhexanine, finalement.
Là, il va juste imaginer comme la scène de quelqu'un qui utilise ça avec un vrai déversement. C'est comme pas cool de te faire dire, ah oui, tu as raison. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de bonheur d'avoir raison, tu sais. C'est plus une terreur effroyable, tu sais. Puis, je suis comme content de l'avoir comme catché parce que n'importe qui utilise beaucoup ces trucs-là, tu sais, ça s'améliore et là, tu sais, ça a comme atteint comme un plateau, mais qu'est-ce qui est juste drôle, c'est de voir que même si moi, vous me dites que ça dit ça une fois sur 100, je suis pas plus rassuré. Tu sais, c'est pour ça que je vais l'utiliser pour réanimer les gens humains. Tu sais, là. Moi, je veux quelque chose qui est 100% sûr. Puis ça, présentement, on est à des années-lumière d'avoir ça, à part si vous utilisez Paratus. Paratus, dans le fond, ce qu'on a créé, c'est le premier assistant d'urgence qui prend l'information qui est prise dans des protocoles, tu sais, papier, puis ça le rend actionable, ça le rend utilisable sous le stress. On le met dans un contexte prégnant, peut juste dire, hey, je suis dans ma mienne, j'ai besoin de faire un protocole d'extraction, hey, il y a un feu sur mon étage, qu'est-ce que je fais? Puis on réussit à avoir une information qui est non IA sur laquelle tu peux le fier dans un format qui est utilisable. Mais on va comme plus loin que ça, parce qu'après, quand les gens l'utilisent, on est capable de traquer une data d'utilisation pour comprendre comment ça s'est passé. Comment on peut améliorer le protocole, puis comment on peut donner un meilleur. Puis ça, présentement, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser, puis on est vraiment content. Tu sais, on a comme des pilotes partout pour la prochaine année. On a notre petit round qu'on vient juste de clôturer. On est allé pitcher ça à NASA au mois de juin. Là, je peux pas tout vous dire, mais je me suis dit que je peux vous mettre des images qui peuvent ou non être en lien avec ce qui s'en vient dans la prochaine année. Puis, et ce qui est fou dans tout ça, c'est que toute l'équipe, des développeurs au support, au marketing, à l'équipe scientifique, malgré tout ça, malgré toutes les belles opportunités, la progression de tech, ben, on fait tout ça parce qu'on va avoir un impact, puis on veut révolutionner la réponse. Merci beaucoup tout le monde.